Je reviens à ma première question, Mathieu. Mettre en nous. Moi, je suis un chantre de la douleur. Pas misérabiliste, pas du tout. Mais la douleur créatrice. Et ça me fait penser à un poème d'Alfred de Musset, le grand poète français romantique du XIXe siècle, dans La nuit de mai. Alors, c'est le poète et la muse qui dialoguent, etc. Et le poète parle de sa douleur. Et il dit, un très bel alexandrin, « Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. » J'ai l'impression qu'au Québec, on a ce mécanisme d'échappement qui fait que dès qu'il y a une douleur qui veut s'exprimer, et ça c'est particulièrement évident chez les hommes, les femmes beaucoup moins. Et d'ailleurs, la parole masculine est quasi inexistante ici, la douleur masculine est quasi inexistante. On se dérobe à notre douleur ici, on se dérobe à ce qui, à l'amour, on se dérobe à la créativité, à la vie que sous-tend cette douleur en dessous. C'est donc pas seulement une question politique. Je suis absolument convaincu. Je suis d'accord. Je dirais même, je reprendrai votre propos en le tournant autrement. Devant cette douleur que vous évoquez, douleur existentielle, la déchirure existentielle, si je puis dire, et qui est vécue de manière particulière dans chaque culture, vécue de manière particulière au Québec, il y a une dérobade québécoise, il y a une esquive québécoise, il y a une parade québécoise, qui est celle véritablement le fantasme absolument compensatoire. Donc les humoristes. Ah ben ça c'est justement un bel exemple. C'est-à-dire nous avons une capacité. Et remarquez, ça nous suit dans notre histoire. Après les défaites de 1840, 1837, 1838, on va assister finalement au siècle les patriotes. Les patriotes, on va assister à l'émergence de ce que j'appelle le messianisme compensatoire. Alors c'est plutôt que d'exister chez nous, plutôt que de disposer de nos propres institutions, plutôt que d'assumer notre propre culture, faites la liste, eh bien on va se dire qu'on va conquérir l'Amérique, on va évangéliser l'Amérique. Ah oui. Et donc le fantasme là-dessus, donc devant cette réalité qui est une défaite qui nous brise, ce que Vaugeois appelait la deuxième conquête, eh bien, devant cette réalité d'une deuxième conquête, d'une douleur, d'une défaite, et je le transpose sur le sens collectif, la réponse est laquelle? La réponse, c'est la fuite dans le fantasme. Eh bien, depuis 1995, depuis cette défaite, je crois profondément douloureuse, je reprends vos termes, mais cette incapacité de penser cette défaite, incapacité de penser le déchirement, incapacité de penser le fait que ça risque d'avoir des conséquences sur notre être collectif. Et quelle est la réponse? Eh bien, c'est la fuite dans le festivisme, c'est la fuite dans le moralisme humanitaire, c'est la fuite dans le féminisme aussi. Parmi tous les discours progressistes, les discours, je dirais, moralisateurs. Alors, mais ça nous ramène, et peut-être ce défaut de formation chez moi, mais ça nous ramène vers la question du politique. Ah, vous revenez à ça encore. Mais pour une raison. Allez-y. Qu'est-ce que le politique et quel est le problème spécifiquement québécois au politique? Les Québécois aiment se réfugier derrière, je dirais, toujours les fantasmes compensatoires. Donc, c'est justement la moraline. On est les meilleurs sur Terre, on est les plus gentils, on est les plus généreux, on est les plus progressistes. Or, qu'est-ce que le politique? C'est ce que j'appelle le mal nécessaire au bien commun. C'est la capacité à exercer le mal, donc la contrainte collective, qu'on le veuille ou non. Dans le politique, il y a cette dimension machiavélienne, si je puis dire, au service du bien commun. Mais il faut le définir, ce bien commun, Mathieu. Bien sûr qu'il faut le définir. Il est où ici? Je crois que là-dessus, ça nous ramène à votre question sur l'enracinement, sur cette capacité à assumer cette part de culture qui, en nous, et qui aujourd'hui n'est plus désirée, n'est plus voulue. Je crois que les Québécois ont un sens assez simple du bien commun là-dessus, mais qui est pas insensé. C'est cette volonté de se perpétuer comme expérience historique. Ce sentiment que malgré les changements, malgré les divisions, il doit encore y avoir ici, dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, la poursuite de cette expérience fondée en Nouvelle-France. Et je veux bien, Mathieu, mais prenons un exemple, les Québécois d'aujourd'hui. Bon, c'était d'abord les Français. Oui. Ensuite, c'était les Canadiens. Mais les symboles, si vous voulez, ont toujours été pillés par les autres Canadiens, si vous voulez. Et donc, les Canadiens sont devenus Canadiens français. Les Canadiens français sont devenus Québécois. Maintenant, on entend Québécois francophone, Québécois francophone de souche. C'est comme si l'identité se réduisait comme peau de chagrin. Ah, c'est très juste. Et alors, dans 200 ans, on sera peut-être là sur l'île d'Anticosti. Mais c'est tout. Mais vous voyez, j'avais écrit un papier sur cette question il y a un certain temps. Et vous rappelez-vous, Pauline Marois a utilisé il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, à l'Assemblée nationale, au moment du débat sur la loi 103, elle dit la responsabilité du premier ministre est de défendre ce petit peuple qui est le nôtre. Réaction de panique à l'Assemblée nationale. Bah oui. Je me suis porté à la défense de Pauline Marois, ce que je ne fais pas très souvent. Je me suis porté à la défense de Pauline Marois pour une raison simple. Elle avait repris, de manière inattendue, si je puis dire, ce terme.
petit peuple, on peut dire avec Kundera, petite nation, oui, qui est celui d'une nation qui a la conscience de sa possible disparition. Et sa fragilité. Il y a dans la petite nation le sentiment d'une fragilité incompressible. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, nous ne faisons pas partie des privilégiés de l'histoire. Nous ne sommes pas parmi ces grandes nations qui donnent le rythme universel. Alors, petit peuple, Pauline Marois, le terme revient de manière absolument inattendue chez une femme qui normalement maîtrise parfaitement la langue de bois technocratique. Petit peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'était, non pas un lapsus, mais c'était comme une formule révélatrice. Il y a dans la conscience québécoise ce sentiment que notre existence n'est pas inscrite dans l'histoire majusculaire, si je puis dire. Il n'y a pas de H majuscule à partir de notre rapport à l'histoire. Et pourtant, quelle est la grandeur québécoise? Je nous y ramène. C'est cette capacité qu'on a eue à travers, au fil non seulement des décennies, mais des siècles, de perpétuer cette expérience historique et jusqu'à présent, avec une certaine réussite, avec des défaites sans aucun doute, mais une certaine réussite. Et ça nous ramène sur la question qui m'apparaît centrale, et je ne dis pas la souveraineté comme les péquistes, mais l'indépendance. L'indépendance du Québec est le projet à travers lequel nous avons cherché à nous hisser à la grandeur de l'histoire. À la grandeur de l'histoire, j'entends la capacité d'exercer souverainement sa responsabilité sur soi sur la scène de l'histoire. Le problème, c'est lorsqu'une société comme la nôtre aujourd'hui s'évide sur le plan identitaire, se désubstantialise, se dévitalise, lorsque la société éclate et que nous n'avons plus finalement qu'un éparpillement d'individus, de groupes, qui sont étrangers les uns aux autres, qui ne sont plus capables d'envisager, on l'a dit, le bien commun, mais la formule simple de l'intérêt public. Lorsqu'il n'y a plus de société, mais qu'il n'y a qu'une collection d'individus, de groupes ou de consommateurs, eh bien, c'est à ce moment-là que cette société risque de disparaître, si je peux dire, non pas la figure classique de l'assimilation ou la louisianisation, mais une société qui n'est plus capable de transcender l'ordinaire des jours, de transcender ce qu'il y a de médiocre, je dirais, dans la gestion du quotidien, une société qui n'est plus capable d'avoir conscience historique. Là, vous ramassez un peu tout l'argument de la Révolution tranquille. On est parti sur des chapeaux de roue, grandeur, etc. Et puis, pouf, c'est devenu un pétard mouillé. Absolument. Mais on a souvent, ça c'est un tropisme québécois, je veux dire, dès qu'on réussit quelque part, hop, au bout d'un certain seuil, on n'ose plus aller au-delà, on se rétracte et on s'écrase. Je crois que oui, mais avec une nuance. Allez-y. Je crois que les Québécois, appelons ça le groupe francophone, je sais plus comment on doit se nommer d'ailleurs. On sait plus comment se nommer. Comme Elvis Gratton, là. Parce on utilise ce terme-là, il y a tous les censeurs du politiquement correct qui arrivent. Mais en 1995, les Québécois francophones, là, pour le dire ainsi. De souche blanc ici et ça. Les nous autres. Je sais pas comment les nommer. Nous autres, c'est ça, oui. Ceux-là, là, ont voté oui à 61%. Alors, ils ont fait le pas de plus, si je peux dire, à ce moment-là. À ce moment-là, le groupe historiquement interpellé par le destin québécois a fait son choix. 15 ans plus tard, on ne voit pas à quel point la régression est avancée. Et je vais vous donner un exemple de cette régression qui, moi, me terrifie. Il y a cette nouvelle droite à Québec qui émerge, très libérale, pour ne pas dire très libertarienne, pas du tout conservatrice. Il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'elle fait, dans sa critique des dérives du modèle québécois. Bon, il y a de bons points, tout ça. Mais il y a dans cette nouvelle droite ce que j'appelle une fascination pour l'anglais. La volonté d'une émancipation par l'anglais. La thèse est la suivante, la culture québécoise est... Donc c'est pas le bilinguisme individuel qu'on devrait tous connaître pour être capable d'écouter CNN ou lire Shakespeare. Non, c'est la volonté de se déprendre de la culture québécoise qui est vue comme un fardeau, comme une pesanteur, comme une marque de collectivisme linguistique avilissant. Et c'est la volonté de l'intégration dans le grand marché nord-américain. C'est la volonté de disparaître comme peuple. Lorsqu'on nous dit, moi c'est une formule qui me frappe, nous rêvons de parler anglais sans accent. Moi, j'ai toujours demandé, où parle-t-on cet anglais sans accent dans le monde? Est-ce qu'un Londonien parle anglais sans accent? Est-ce qu'un New-Yorkais parle anglais sans accent? La BBC, c'est l'anglais sans accent. Alors, si c'est la BBC, alors je devine que les gens de Québec et Jeff Fillion veulent se coller sur la BBC. Mais j'ai l'impression que c'est pas ça. Il faut qu'ils le comprennent pour commencer. Lorsqu'ils nous disent un anglais sans accent, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire ils veulent pas que ça paraisse, ils veulent que la trace du Québec disparaisse de leur vocabulaire. Et je reviens à cette question de douleur, Mathieu. Mais oui, absolument. On essaie de la québécois, c'est la haine pour la part française en nous. C'est ces gens qui aujourd'hui, vous remarquerez ce franglais terrible à Québec. Des gens qui parlent les deux langues dans la même phrase, ce qui est absolument fou. Et je dirais que dans cette volonté d'émancipation par l'anglais, dans cette volonté de disparition, une volonté de disparition, comme si la condition québécoise, on en avait assez. Nous l'avons trop longtemps portée et nous devons aujourd'hui nous en déprendre. Ça, je crois que c'est le signe d'une régression terrible. Et un jour, ces gens-là croient que nous deviendrons comme New York à s'angliciser, qu'ils ne se trompent pas, on va finir comme Cleveland, Pittsburgh ou Milwaukee. Maman. Oui, d'ailleurs, on reviendra sur cette question-là parce que beaucoup de Juifs ont vécu ça au 19e siècle, d'ailleurs. Oui, on veut devenir autre que Juif à cause de toutes les souffrances et tout ça.
Mais ça, j'ouvre un autre débat malheureusement et le temps nous manque. Vous reviendrez, Mathieu? Chaque fois que vous m'invitez, avec le plus grand plaisir. Waouh, quelle fleur! C'était Mathieu Bock-Côté. Merci infiniment.